Donc c'est le moment que je me tourne vers notre table ronde et nos éminents spécialistes. Et Jérôme qui nous fait le plaisir d'animer notre table ronde, qui lui est un spécialiste du numérique, mais également de l'art. Hein, c'est comme ça que je vous ai rencontré. Je vous donne le micro et je disparais. Merci beaucoup, Christophe. Spécialiste de l'art, écoutez, je ne suis pas sûr, et cet exercice est très intéressant parce qu'on en discutait à l'instant, enfin, un petit commentaire rapide avec Olivier Babot, et on se disait que nous, on ne s'amuserait pas à faire ça parce qu'on serait totalement incapable de juger de la véracité des informations rendues par ChatGPT. Ce qui fait que human in the loop toujours, pour l'instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ben oui, je suis très heureux d'être là. Bienvenue pour cette soirée, enfin en tout cas cette table ronde au cours de laquelle on va parler d'intelligence artificielle. Bienvenue aux professionnels qui sont là, qui paraît-il sont très nombreux, m'a-t-on dit. Également aux journalistes, chers confrères, vous avez bien raison, ça devrait être bien. On va donc parler de l'IA dans le monde de l'art. Comment est-ce qu'il impacte le marché de l'art? L'IA impacte tout, hein, quasiment toutes les strates de la société, et notamment tous les domaines professionnels aujourd'hui. Ce sont des technologies d'un nouveau genre qui entraînent des tas de transformations très rapides. C'est ça aussi qui nous perturbe, parce que il y a beaucoup d'avantages, on va le voir ce soir. Et puis il y a aussi pas mal de questionnements, des interrogations qui sont légitimes dans votre secteur, mais pas seulement. Je peux vous dire que toutes les personnes que je suis amené à interviewer pour mes émissions assez régulièrement dans des tas de domaines différents, eh bien, les interrogations sont un petit peu les mêmes. Elles sont partagées et elles sont en tout cas souvent nombreuses. Donc on va évoquer ça. L'intelligence artificielle on en parle beaucoup depuis 3 ans avec le boom de l'IA générative, mais l'IA, ce n'est pas que ChatGPT. Il y a d'autres formes d'IA, plus anciennes. Hein. Bon, il y a l'IA générative qui donc génère du contenu, on le voit. Puis il y a aussi de l'IA analytique qui est capable d'analyser des images, des données pour ensuite aider à la décision. Enfin, il y a plein de formes et nos intervenants vont nous en parler, notamment ce soir. Aujourd'hui, le fait est que ce sont des technologies qui arrivent à maturité, donc c'est ça qui est intéressant. On s'aperçoit qu'on peut se les approprier, on peut véritablement s'en servir concrètement. Vous pouvez vous en servir très certainement dans votre domaine. Reste à savoir exactement comment, de quelle manière, jusqu'où, etc. Alors, on va parler de tout ça. Je vous présente tout de suite nos invités. Donc, Christophe de Kermorvan, qui vient d'arriver. On est ravis de vous avoir. On avait peur parce que vous êtes là pour faire l'introduction en plus. CEO de Techlia, une entreprise française de traitement sémantique de documents numériques. Vous faites du catalogage, de l'indexation. Évidemment, on se doute que vous utilisez l'IA. Vous allez nous dire tout ça. Je fais dans le désordre par rapport à la disposition sur scène. Édouard de Saint-Tour, vous êtes conservateur des collections de photos du musée Guimet. Et donc j'ai appris à l'occasion de la préparation de cette table ronde que vous possédiez l'une des plus belles collections au monde de photos de l'Asie. Sophie Perceval, cofondatrice et CEO de Wonder AI, une société spécialisée dans l'analyse de risque sur les valeurs des œuvres à destination des assurances. C'est passionnant. Vous nous direz aussi un peu comment vous utilisez l'IA, ce que ça vous apporte. Valentin Schmitt de la société Askmona, qui est une entreprise française qui développe des applications à base d'IA dans le domaine de l'art et notamment pour les musées. Et Olivier Babot, professeur à l'Université de Bordeaux, fondateur de l'Institut Sapiens et co-auteur d'un livre dont vous avez probablement entendu parler parce que on en parle beaucoup en ce moment, co-auteur avec Laurent Alexandre. Ne faites plus d'études à cause de l'IA, précisément. Il nous dira tout à l'heure si c'est vrai, tout ça. Voilà, messieurs, madame, l'exercice va être un peu difficile. Vous allez avoir 10-15 minutes maximum chacun pour nous pitcher un peu vos activités les uns et les autres. Et je serai intraitable, je vous rappellerai à l'ordre à chaque fois. On commence avec vous, Christophe de Kermorvan. Voilà, alors c'est pour ça que je dis que vous étiez là pour faire l'introduction. Vous allez nous parler de l'IA, un peu plus dans le détail, et comment on peut l'utiliser dans le monde de l'art. Tout à fait. Donc oui, ma tâche est double, non seulement tenir le temps, mais en plus faire une introduction rapide pour vous donner quelques idées essentielles sur l'IA et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans le domaine de l'art.
Alors déjà, oui, on en a un peu parlé. Pour peut-être poser un petit peu quelques bases un peu historiques, très rapidement, il y a plusieurs courants dans l'IA. Les deux principaux qui étaient en concurrence, c'est d'un côté l'IA symbolique, et c'est important de comprendre ces deux courants, parce que ça va avoir une implication de la manière dont on les utilise. L'IA symbolique, c'est plutôt une IA où on a essayé de modéliser le raisonnement humain tel qu'on peut le modéliser avec la logique, avec les connaissances. Donc on se dit vraiment, on va essayer de faire comme un humain qui réfléchit. Donc une machine qui exécute des règles logiques explicites, donc on va les écrire. Donc ça se rapproche plus de la programmation, de l'algorithmie. Le problème de cette IA-là, c'est qu'il faut écrire manuellement les règles. C'est-à-dire qu'il va falloir dire à la machine exactement comment elle doit se comporter. Et de l'autre côté, donc à ma gauche, IA symbolique, à ma droite, IA statistique. Donc là, l'idée, c'est de dire, on ne va pas apprendre explicitement les règles, on va demander à la machine d'apprendre toute seule à raisonner à partir de corrélations, à partir d'analyses de phénomènes. Donc le raisonnement, dans ce cas-là, n'est pas vraiment logique, puisqu'il est probabiliste, c'est-à-dire qu'on va essayer de prédire quelle est la séquence la plus probable, le mot le plus probable. Bon, le match est terminé, puisque c'est l'IA statistique qui a gagné pour l'instant. Alors, ça veut dire que c'est celle que vous retrouvez dans les modèles que vous pouvez utiliser d'IA générative. En fait, qu'est-ce qui fait que cette IA fonctionne bien mieux et la plus développée? C'est qu'elle permet de faire des traitements en masse, donc vraiment de passer à l'échelle là où l'autre, l'IA symbolique, n'y arrivait pas. Elle permet aussi surtout d'avoir une interaction en langage naturel. Si vous voulez utiliser de l'IA symbolique, généralement, il faut programmer quelque chose. Quand vous utilisez une IA générative ou statistique, vous avez juste à lui parler. Et en plus, elle est capable de faire de la multimodalité, c'est-à-dire de prendre en sortie des images, de la vidéo, du son. Donc d'un point de vue utilisateur, c'est beaucoup plus facile. Alors, comment fonctionnent ces IA? Donc, en fait, j'ai trois slides pour vous expliquer un petit peu des concepts fondamentaux qui vous servent quand même à comprendre comment se construit cette IA générative qu'on utilise actuellement. Donc il y a un peu trois bases. La première base, c'est ce qu'on appelle un modèle de fondation. Et c'est en fait la partie, c'est la partie qui apprend à partir du texte. Donc ces modèles, on les a entraînés, c'est des modèles statistiques qui ont été entraînés sur la totalité, l'intégralité des textes, des images, des vidéos, des sons qui sont disponibles sur Internet. Donc ça a été possible parce que Internet existe. Donc grâce à Internet, on a une base de données énorme de données linguistiques et d'images. Et ça a été aussi possible parce qu'on a inventé une méthode pour que la machine apprenne toute seule sans qu'on lui donne les règles. Et ça, c'était vraiment ce qui a fait le succès de cette méthode. Et cette méthode, c'est l'entraînement auto-supervisé. Et donc, le modèle apprend à prédire le prochain mot. Et pour ça, il n'a pas besoin en fait, qu'on lui donne des règles, puisqu'on a des milliards et des milliards de mots. Donc, il a juste à s'entraîner à prédire le prochain mot. C'est un des arguments souvent des détracteurs de cette méthode qui disent en fait, cette machine ne réfléchit pas puisqu'elle apprend juste à prédire le prochain mot. Mais on va voir que c'est juste la base. Donc il y a quand même des choses un peu plus compliquées. Bon, le fait est qu'avec ces modèles de fondation entraînés sur l'intégralité du web avec des énormes réseaux de neurones, on a des modèles qui sont capables, qui ont appris parfaitement à manier la syntaxe et la sémantique de à peu près toutes les langues présentes sur le web. Ça veut dire que les langues qui ne sont pas sur le web sont très très mal parlées par ces machines. Et aussi, toutes les connaissances qui ne sont pas sur le web ne sont pas très bien maîtrisées. Mais ça donne quand même quelque chose qui permet de faire, des modèles qui permettent d'avoir cette interaction en langage naturel, et ce qui a fait le succès des interfaces que vous connaissez tous, où vous pouvez poser des questions et vous avez une réponse comme si vous aviez une conversation. Alors, c'est pas tout. Une fois qu'on avait ce modèle, en fait, on a juste un modèle qui prédit des mots, donc évidemment, il ne répond pas à vos questions. Si vous lui demandez, si vous avez vraiment si vous lui demandez de préparer votre prochain voyage au musée Guimet pour visiter une exposition, c'est pas très. S'il prédit juste la suite d'un voyage au musée Guimet pour visiter une exposition, ça va pas répondre à vos questions. Donc il y a une deuxième phase qui est une phase d'alignement. Et donc rapidement, les fournisseurs de ces intelligences artificielles se sont dit, il faut qu'on les contraigne à ce que ces modèles soient utiles pour les utilisateurs. Donc c'est cette phase d'alignement qui permet à la machine d'apprendre à réaliser des tâches spécifiques. Donc on va lui apprendre à rédiger une lettre, à préparer des vacances, à résumer un texte, à traduire dans des langues. Et c'est à cet endroit-là qu'on injecte des espèces de valeurs. Et c'est là où c'est important de voir que ces IA ne sont pas neutres, parce qu'en fonction de l'alignement qu'on choisit, on va avoir des IA qui vont avoir un comportement plutôt complètement débridé ou plutôt justement intégrant des valeurs un peu de censure, on pourrait dire.
En tout cas, à l'origine, elles étaient alignées pour qu'elles soient, donc c'est les 3 H de OpenAI, helpful, honest et harmless. Donc il faut qu'elles soient utiles à l'utilisateur, qu'elles soient honnêtes et qu'elles ne cherchent pas à faire le mal. Bon, en fait, ça dépend de ce qu'on met derrière en fait, comme définition. En tout cas, à l'issue de cette phase, on a un modèle qui est capable de réaliser des tâches. Et ce qui est quand même, ce qui était nouveau, c'est qu'il est capable de réaliser des tâches pour lesquelles il n'a pas été entraîné. Et ça, on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait des modèles qui arrivaient à faire des tâches, mais elles étaient entraînées sur ces tâches. Là, on a des modèles qui arrivent à faire des tâches même qu'elles n'ont jamais vues lors de leur phase d'entraînement. Et la troisième partie, c'est l'outillage. Donc ça, c'est plus récent. Donc on va dire les 2 premières phases, c'est ce qui a été mis sur le marché par OpenAI fin 2022. Et l'outillage, c'est plus récent, puisqu'on s'est dit, en fait, il y a quand même des limites à ces modèles. C'est qu'en fait, ils sont entraînés sur un corpus d'entraînement, mais si vous entraînez un modèle en 2024, il ne connaît absolument rien de ce qui s'est passé en 2025. Donc c'est un gros problème, puisque si vous voulez lui poser des questions sur la dernière exposition du musée Guimet, il va dire la dernière exposition de 2024. Donc là, on a voulu les étendre, non seulement pour qu'ils aient accès à des connaissances plus récentes, mais aussi pour qu'ils n'inventent pas des choses farfelues. Donc on va donner accès, par exemple, au site web, à Internet, pour que le modèle puisse faire des recherches, à des bases de données potentiellement privées, c'est-à-dire que si vous avez des connaissances, vous, que vous voulez transmettre au modèle, vous pouvez, sans donner ces informations aux fournisseurs de modèles. Et puis, vous pouvez accéder maintenant à des applications web. Vous pouvez demander à un modèle de faire une réservation de billets d'avion, de louer une voiture, de faire une location de voiture, de réserver un restaurant. Donc, si vous lui faites confiance, en tout cas, il est capable de le faire. Donc maintenant aussi, on a une étape supplémentaire qui est non seulement le modèle peut communiquer avec vous, le modèle peut réaliser des tâches, mais il peut aussi planifier la réalisation de ces tâches. Donc ça, c'est les dernières évolutions. C'est ce qu'on appelle plutôt l'IA agentique, c'est-à-dire avec des agents qui vont travailler pour vous. On est quand même dans une phase d'expérimentation. Il faut vraiment leur faire confiance pour leur donner les clés de votre agenda ou de votre futur voyage. Alors, quels sont les cas d'usage ? Rapidement, moi, je les ai catégorisés et j'essaie de les illustrer avec des projets qu'on a réalisés. Donc, ils sont très forts, ces modèles, pour faire de l'analyse de la structuration de ressources documentaires. Bon, c'est un peu les types de projets qu'on fait vraiment très couramment, c'est-à-dire extraire de l'information et surtout la structurer, c'est-à-dire créer des bases de données à partir d'informations qui n'est pas structurées. Donc, vous prenez des catalogues de vente, c'est un projet qu'on a fait pour le musée du Louvre, département des arts de l'islam. Ils se sont dit, voilà, j'ai plus de 70 ans de catalogue de vente dans ma bibliothèque. Je veux en faire une base de données pour mieux connaître les œuvres, non seulement que j'ai dans mes collections, mais aussi potentiellement les œuvres qui vont passer sur le marché. Et ça, je veux pouvoir le faire, pas juste en faisant une recherche dans ces catalogues. Je veux que j'ai vraiment une base de données où je peux faire des statistiques, quel est le prix de cette œuvre, quelle est la période la plus représentée, qu'est-ce qui passe sur les marchés, à quelle époque. Donc là, ces modèles sont très forts parce qu'ils sont à la fois capables d'extraire la photographie, c'est ce qu'on voit ici dans cette photographie de statue, et de relier les informations textuelles non structurées sur le côté. D'autres cas d'usage, ça va être vraiment d'accéder au contenu. Donc là, c'est un projet qui est plus un projet de recherche avec des paléographes sur les miniatures dans les livres d'heures numérisés. Donc on a une collection de livres d'heures numérisés, une collection mondiale. Donc il y a à peu près 9 à 10 000 livres d'heures qui sont recensés dans le monde. On a accès à 1500 livres d'heures numérisés et on peut accéder par exemple à toute l'iconographie et demander au modèle de faire une description de cette iconographie et une description qui peut être à la fois purement descriptive, dire voilà, j'ai une scène qui présente 2 personnages, un personnage ailé que l'on peut assimiler sans doute à un ange, un personnage en bleu que l'on peut sans doute assimiler à la Vierge Marie. On peut avoir cette description un peu factuelle, on peut avoir une interprétation et on peut même extraire des informations très précises si on s'intéresse à l'architecture, à est-ce que je suis dans une scène d'intérieur, d'extérieur. Et cette fois-ci, le modèle décrit plutôt quelque chose qui ne va pas être totalement structuré, mais une description textuelle. Ça permet de faire des moteurs de recherche très précis, puisqu'on va pouvoir finalement faire un moteur de recherche dans la description, que ce soit une description factuelle, une description interprétative, identifier des personnages récurrents, des saints avec leurs différents attributs. Donc cet accès à l'image, c'est l'aspect multimodal de ces modèles, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois capables de prendre une instruction en texte langage naturel, regarder une image et produire du texte que vous allez pouvoir lire, et ceci dans
toutes les langues, en tout cas européennes, majeures, qu'on peut trouver sur le web. Alors d'autres cas d'usage qui sont plus spécifiques, là, c'est une illustration justement d'une combinaison entre des documents plutôt d'archives, de documentation et des bases de données qui sont disponibles aussi sur Internet. Un projet pour la bibliothèque de la Sorbonne, d'étude de l'or, on pourrait imaginer des catalogues, peut-être des registres d'entrée dans des musées, là c'est des registres de prêt dans la bibliothèque de la Sorbonne, et l'idée c'est d'analyser qui sont les emprunteurs, qui sont les titres empruntés, et surtout de les identifier de manière unique avec des catalogues de bibliothèque. Donc on va avoir une première analyse de l'écriture manuscrite avec une retranscription, parfois une interprétation du texte en disant si j'ai juste Ovide, œuvre, peut-être que je vais avoir plus d'informations en disant quelles sont les œuvres d'Ovide qui pourraient être empruntées. Et ensuite, je vais avoir cette IA agentique qui va utiliser des systèmes de manière autonome, des systèmes de catalogue pour aller faire des recherches dans différents catalogues et se dire ce titre, je vais trouver un titre dans la bibliothèque de l'INHA, un titre dans la bibliothèque, dans la BNF, la bibliothèque de la Sorbonne, et je vais identifier l'auteur de cet ouvrage et je vais créer ainsi comme ça des interconnexions entre des bases de données. Troisième cas d'usage, un autre cas d'usage qui est aussi assez mis en avant en ce moment, c'est les usages qu'on appelle de RAG, c'est-à-dire de moteurs de recherche améliorés avec de l'IA générative. Donc, dans ces moteurs-là, on va demander finalement sur une base de données documentaire, souvent privée, c'est-à-dire si vous n'avez pas envie de mettre tous vos documents sur Internet et vous voulez les garder chez vous, mais vous voulez utiliser la puissance de l'IA générative pour pouvoir discuter, poser des questions et qu'elle aille rechercher l'information dans cette base de données, vous avez des moyens finalement de déployer à assez peu de frais la même chose que ce que vous avez avec ChatGPT, mais chez vous et sur votre base documentaire. Donc vous avez une espèce de moteur de recherche spécifique dans votre base documentaire avec qui vous pouvez discuter. Il a toute la capacité d'analyse des grands modèles de langue, mais il a en plus la connaissance de tout ce que vous lui donnez comme information spécifique. Donc ça fait partie un petit peu des avancées, on va dire des dernières générations de modèles d'IA génératifs qui sont améliorés avec des contenus vérifiés. Donc maintenant, je vais me mettre, je pense, un peu en avance. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme usage de l'IA ? On va dire, je ne vais pas me projeter dans les 5 ans qui viennent, mais peut-être dans l'année ou les 2 ans qui viennent. On voit qu'en fait, ce qui se passe un peu là maintenant, c'est que la course aux grands modèles, on va dire, elle plafonne un peu. C'est-à-dire que les modèles ont vraiment des performances assez similaires. Et je pense que ce qui va beaucoup changer dans les années qui viennent, en tout cas dans l'année qui vient, c'est l'intégration de ces modèles dans des applications métiers. Donc il y a de l'IA pour le grand public auquel vous allez avoir accès, mais ce qui fonctionne vraiment bien, c'est quand vous avez une IA qui est adaptée à vos besoins dans vos outils habituels. Parce que là, vous n'avez pas besoin de changer d'outil, d'aller dans une autre interface. Vous avez quelque chose qui est vraiment développé pour vous. Les premiers qui ont été impactés par ça, c'est les développeurs logiciels. Ils ont de l'IA vraiment dans leur environnement qui est entraîné pour les aider à faire du développement. Et c'est là qu'on voit vraiment un impact important sur leur productivité, sur les choses qu'ils peuvent faire. Donc vous allez avoir d'un côté l'accès à l'IA, on va dire généraliste, grand public, que vous pouvez utiliser, qui va continuer à fonctionner. Mais je pense qu'on va avoir de plus en plus d'IA spécialisées, par exemple d'IA spécialisées pour le marché de l'art. Et j'espère pour vous que des éditeurs se diront, oui, il y a un intérêt à avoir dans un logiciel spécialisé pour le marché de l'art, une IA spécialisée pour le marché de l'art. Et ce qu'on voit en fait, peut-être pour finir sur une note positive, toute ma présentation était positive, mais encore plus positive, c'est que moi j'utilise, par exemple, pour faire du développement logiciel de l'IA, et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, ça libérait beaucoup de temps pour réfléchir plus. C'est-à-dire toutes les tâches où on réfléchissait moins, qui sont des tâches un peu répétitives ou qui sont vraiment des tâches, on va dire, d'exécution, elles peuvent être faites par la machine. Et ça nous laisse plus de temps aussi parce que la machine prend pas mal de temps pour réfléchir. Donc pendant qu'elle réfléchit, nous, on peut faire autre chose. On peut essayer de réfléchir à d'autres problèmes. Ça nous laisse pas mal de temps pour analyser les résultats, se projeter dans nos objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut en faire. Et finalement, être dans une interaction, la machine qui travaille et nous qui réfléchissons, ça me paraît être le meilleur des mondes. Merci beaucoup. Alors, impressionnant. On est arrivé pile au bout du compteur.
Formidable. Merci beaucoup, Christopher Kermorvan de Teclia.